Bonjour à vous. Alors, je pense que tout le monde est là. Donc, on va commencer la deuxième session qui s'appelle Regard croisé sur la production des données de prescription de tests génomiques. On va la modérer à deux avec Nicolas Châteauret. Je suis chef de projet au sein de l'Agence de la biomédecine au pôle recherche. Et donc moi, Sylvain Bell, je suis chargé de recherche à l'INSERM et rattaché au CERN S3. Juste un petit mot sur l'organisation de cette session. On va avoir une présentation, une petite présentation introductive de 15 minutes suivie de 15 minutes de discussion. Et ensuite, on aura les différents membres de la table ronde qui vont nous rejoindre avec un premier temps de présentation et suivi d'une ouverture. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir. L'idée, c'est qu'on soit le plus interactif possible. Un mot pour vous dire comment on a eu l'idée de cette session. C'est basé simplement sur le constat qu'il y a un développement de plus en plus important de tests génétiques qui se développent, mais de manière assez différente. Et donc, la question, c'est comment on arrive à capter les données de cette activité de séquençage, parce qu'on voit bien que certaines sont déjà dans le soin courant, d'autres sont dans des financements dédiés, ou encore via le plan, par exemple, mais aussi dans des activités de recherche. Et donc, comment on peut rendre compte de cette activité, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire produire ces chiffres de séquençage, quels enjeux il y a derrière, qu'est-ce que ça révèle aussi de la réalité du séquençage actuellement. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Daniel Bejarono Kisoboni. J'espère que je n'ai pas fait de faute de prononciation. Donc, Daniel est épidémiologiste et économiste de la santé à Santé publique France. Et il travaille notamment sur les données de santé en vie réelle, notamment à partir du SNDS. C'est un travail qu'ils vont présenter qui est en collaboration également avec Nathalie Pelletier-Fleury, qui est médecin économiste de la santé et qui dirige l'équipe INSERM soins primaires et prévention au sein du CESP, donc Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, qui est situé à Villejuif à l'hôpital Paul Brousse. Donc je crois que c'est une présentation à une voix, mais par contre, Nathalie reviendra pour la séance de questions. Donc Daniel, la parole est à toi pour 15 minutes. Donc bonjour à tous et merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc comme Sylvain a dit, ce travail-là s'était fait pendant mon postdoc à l'INSER que j'ai fait avec Nathalie Pelletier. Et la première chose que je voulais dire, c'est que ce travail s'inscrit dans le cadre du projet Trajectoire d'innovation génomique et contexte de soins TragenInnov, qui est un projet qui est coordonné par Catherine Bourgan, qui sera là dans notre table ronde, et qui est financé par l'ANR. L'objectif de TragenInnov est de comprendre comment les technologies génomiques sont intégrées dans les pratiques de soins, considérées comme des innovations, et comment influencent les parcours des soins des patients. Donc, TragenInnov combine des approches qualitatives avec des enquêtes et des observations, des méthodes de la sociologie et l'anthropologie, et des méthodes aussi quantitatives, et surtout des méthodes d'économie de la santé, et qui viennent à compléter ce projet via une étude avec les données du SNDS, que c'est là que je vais vous présenter. Donc, l'objectif de ce travail-là, c'était double. C'était de décrire et analyser l'évolution des prescriptions de tests génétiques en France, mis sur le marché et remboursés par l'assurance maladie en utilisant les données du SNDS. Et deuxièmement, d'étudier les facteurs associés à la prescription de ces tests. Donc, pour faire ça, on a mobilisé les données du SNDS, les données du Système national de données de santé. Et un petit rappel, ces données-là, c'est un entrepôt de données médico-administratives contenant l'ensemble de remboursements faits par l'assurance maladie, qui couvre plus de 80% de la population générale en France. Et en résumé, on peut dire que le SNDS, c'est principalement composé dans 4 parties. Une partie que c'est le DSIR, les datamars de consommation interrégime pour tout ce qui est les soins ambulatoires. Et une deuxième partie que c'est le programme de médicalisation des systèmes d'information, le PMSI, que c'est tous les volets hospitaliers. Et les causes de décès aussi sont incluses dans les SNDS via les CEPIDC, qui c'est un organisme de l'INSERM. Et finalement aussi, dans les SNDS, il y a un échantillon qui permet de faire des études, un échantillon représentatif de la population générale en France, et qui correspond aux 2% de la population de l'SNDS.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une cohorte rétrospective de tous les patients ayant bénéficié d'un test génétique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, la NABM. Là, on a choisi 42 tests avec l'équipe de Trajaninov. Depuis janvier 2010, que c'est le début de l'étude, ou la date de naissance pour les patients qui sont nés au fil du temps, ou jusqu'à la date de décès pour les patients qui ont décédé avant la fin de l'étude, ou jusqu'à décembre 2023 pour ceux qui ne sont pas décédés, identifiés dans le USND, c'est-à-dire dans l'échantillon de l'SNDS. Les critères d'exclusion, bien sûr, sont alors les individus qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie, les tests qui sont non inscrits, bien sûr, à la nomenclature, et les tests qui étaient faits soit avant, soit après. Donc ici, vous pouvez voir, ici, il n'y a pas toute la liste complète, mais ici, il y a la liste de les tests qu'on a sélectionnés de la nomenclature des actes de biologie médicale. On a classé ces tests, comme vous pouvez voir, dans 10 différentes catégories selon le type du test. Donc, on a les karyotypes constitutionnels, les karyotypes oncologie, les tests pour la thrombophilie, les tests pour le VIH, tests pour l'hémocomatose, et après, toute une série de tests qui est dédiée au diagnostic prénatal, et surtout les tests de rhésus, pour déterminer le rhésus de fœtus, et les tests pour la trisomie 21, pour la mucoviscidose, pour les X fragiles, et tous les restes de tests où il y a tout un mélange, comme vous pouvez voir ici, entre tests pour la bêta-thalassémie, drépanocytose, hémophilie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est intéressé alors au nombre de tests génétiques prescrits ou faits chaque année entre 2010 et 2023. Et dans les NDS, on a certaines caractéristiques sociodémographiques des patients, comme l'âge, son sexe, le lieu de résidence, la date de décès. L'indice de désavantage social, le FDEP, que c'est un indicateur qui mélange le taux de chômage, qui est basé sur les lieux de résidence du patient, et qui est un score, enfin un indice qui mélange les taux de chômage, les revenus et les taux de bachelier dans une commune, et qui du coup mesure alors les avantages ou désavantages sociaux. Après, on a aussi des informations sur les patients qui ont la complémentaire de santé solidaire, pour les patients qui ont aussi une affectation de longue durée, une ALD, et aussi on a utilisé un autre indicateur qui était fait par l'adresse, qui c'est l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée, qui est un indicateur qui mesure entre l'offre et la demande de soins. Et après, on a créé une autre variable, qui c'est le nombre de consultations avec les médecins généralistes au cours de l'année, pour avoir aussi une espèce de proxy de la consommation de soins, parce que la majeure limite des données du SNDS, c'est qu'on n'a pas d'informations cliniques. Donc, pour l'analyse statistique, on a fait un modèle de régression de Poisson multivarié pour analyser le nombre de tests génétiques prescrits dans une population à risque, c'est-à-dire tous les SND. Et compte tenu que les tests que j'ai montrés tout à l'heure, c'est des différents tests et c'est pour différentes personnes, donc on a fait pratiquement un modèle pour chaque type de test. Donc voici la première partie des résultats. Donc le nombre de tests prescrits entre 2010 et 2023, c'était 72 000 dans les USND, qui étaient faits par à peu près 52 000 patients. Comme vous pouvez voir à gauche, on a l'évolution aussi des tests et des patients. Et on voit qu'au fil du temps aussi, l'écart entre patients et tests augmente. C'est ce que ça veut dire aussi que cette patient-là, on les prescrit des tests, c'est-à-dire les patients qui sont testés, on les prescrit des tests beaucoup plus. Et à droite, vous avez l'évolution des taux de prescription de tests génétiques. Et là, on a fait parmi les tests, et c'est ce qu'il faut tenir en compte, c'est que pas tous les tests ils sont arrivés, ils n'existaient pas bien sûr au moment de 2010. Il y a des tests qui sont arrivés au fil du temps et qui ont été tout de suite adoptés, comme surtout les DPNI, les diagnostics prénatales pour les rhésus et pour la trisomie, que c'est les deux là qui sont là-haut, avec 3% de taux. Donc, pour continuer avec les résultats descriptifs, donc,
ici, on a à droite, pardon, à gauche, la caractéristique de les tests faits, donc de les 72 000. Donc, on voit que les tests les plus prescrits, c'était les karyotypes constitutionnels avec 18%, suivi par la karyotype oncologique pour les tests de la thrombophilie et pour des ressus, chacun avec 16%, mais on ne peut pas non plus oublier les tests pour la trisomie 21 avec aussi 15%. En regardant les régions où ça a été fait ou prescrit, on voit que la majorité s'était fait en Île-de-France, bien sûr, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes avec un 12%. Il y a aussi des autres régions qui ont à peu près 9%, comme les Hauts-de-France et l'Occitanie. Et aussi, en regardant la spécialité du médecin prescripteur de cette thèse, on voit que la moitié des tests étaient prescrits par un médecin généraliste, suivi par un gynécologue, et on a vu aussi, on a observé aussi une bonne partie des tests faits par des sages-femmes, qui est aussi en lien, bien sûr, à toutes ces grosses quantités de tests de diagnostic prénatal. Maintenant, concernant les caractéristiques des patients qui ont reçu ce test, on voit que la majorité, c'était des femmes, bien sûr, avec 65%. Et c'était entre les âges, plus de 50% des tests étaient faits entre 18 ans et 40 ans, de patients entre cet âge-là. Et on voit aussi que 8% des patients avec la complémentaire santé solidaire et 18% des patients avec un ALD, pardon. Donc, maintenant, je vous montre ici les résultats de les modèles de poissons. Donc, comme je vous ai dit, je vous avais fait un modèle pour chaque type de test. Donc, voici les résultats pour la modélisation des tests de karyotype constitutionnel. Et donc, ici, je vous montre les risques relatifs avec l'intervention de confiance avec 85% et 15%, pardon. Et donc, pour la première ligne, je vais vous donner un exemple, après je vais aller vite pour vous montrer tous les résultats. Donc, pour la première ligne, par exemple, on voit 1.21. L'interprétation de ça, c'est que le taux de recours alors aux tests génétiques, est, pour ces tests-là, donc pour les karyotypes constitutionnels, est 21% plus élevé chez les hommes que chez les femmes, compte tenu des autres facteurs pris en compte dans le modèle. Donc, pratiquement, on peut lire comme ça tout le reste du tableau. Donc, je vais aller rapidement pour vous montrer les résultats. Donc, on voit que ces tests, c'était beaucoup plus fait chez l'homme que chez la femme, et fait surtout dans les âges de 30 à 40 ans par rapport aux âges de 18 ans à 29. On voit aussi que ces tests aussi, par rapport à l'année 2010, ça a augmenté au fil du temps. On voit un gradient de comment ça a augmenté ces tests. Et par rapport aux régions, on voit que par rapport à l'Île-de-France, ce test a été beaucoup plus prescrit en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, mais par contre moins fait dans le Drôme. Pour la situation socio-économique des patients basée sur le FDEP, on voit aussi que... pardon, excusez-moi, je n'ai pas expliqué comment interpréter le FDEP. Donc, le FDEP, normalement, cet indice, on le travaille en quintile, et plus augmente le quintile, plus défavorisé tu es. Et donc, on voit aussi un gradient qui indique ça, qui indique que les patients qui habitent dans des zones plus défavorisées ont des recours au moins de tests. Et on voit aussi, pour la complémentaire de santé solidaire, on a observé aussi que les patients qui ont la complémentaire santé solidaire, c'est-à-dire qui ont moins de ressources, probablement, ils ont fait moins de tests. Donc, je continue rapidement. Donc, pour les karyotypes oncologiques, on voit toujours que ce type de test a été beaucoup plus fait chez l'homme, et que ça arrive un petit peu beaucoup plus tard dans la vie. Donc, bien sûr, parce que c'est le cancer. On voit aussi l'augmentation au fil du temps, les gradients. Et on montre aussi les disparités régionales par rapport en Île-de-France. C'était beaucoup plus fait. Et par contre, on n'observe pas que la complémentaire ou qu'on soit toute la variable
soit de l'EFDEP, soit représentatif, soit significatif, pardon, de ce genre de modèle. Alors, maintenant, pour la thrombophilie, on observe que c'était beaucoup moins fait chez l'homme, et beaucoup plus fait surtout entre les âges de 30 à 40 ans. On continue à observer un gradient qui augmente au fil du temps depuis l'arrivée de cette thèse qui était fait en 2013. On observe aussi toutes les disparités régionales par rapport à la région en Île-de-France. Et un autre résultat intéressant, c'était le nombre de consultations aux médecins, où on a observé que plus les patients consultent les médecins, et plus de chances lui il a d'avoir une prescription de ce test. Et pour finir, je vous montre le résultat pour la trisomie, pour le DPNI, qui est arrivé officiellement en 2019. Et ici, on n'observe pas une augmentation, mais comme je vous avais montré depuis que ce test est arrivé, lui, il est le plus prescrit en fait, avec un taux plus élevé qui était maintenu. On observe moins de disparités régionales pour ce petit test et un résultat qui nous a beaucoup choqué, c'était que les patients qui ont un complémentaire de santé solidaire ont plus de chances de faire ce test-là. C'est un résultat que jusqu'à aujourd'hui c'était compliqué pour nous de l'expliquer. Donc, en résumé, les tests génétiques ont été beaucoup plus fréquemment prescrits chez la femme, avec 65% de ces tests. Les tests génétiques ont été principalement prescrits à des individus entre 30 et 40 ans. L'évolution de ces tests aussi, on a montré qu'il y a une augmentation significative statistiquement au fil du temps pour la plupart de tous les tests. On a aussi montré qu'il y a des disparités régionales selon les types de tests. Il y a des taux de prescription moins ou plus élevés sur certaines régions. Sur les caractéristiques socio-économiques des patients, en général, on a que dans les zones les plus défavorisées, les taux de prescription sont plus bas. Et on a aussi trouvé que les consultations de médecins généralistes, pour la consultation de médecins généralistes, plus il y a de consultations avec ces médecins-là, plus de chances d'avoir une prescription de ce test. Et je vous remercie à tous. Bonjour, merci pour la présentation. Une petite question, au moins que j'ai loupé. Est-ce que vous avez utilisé ou regardé les mêmes tests entre 2010 et 2023? Est-ce que ça a changé en fonction de la disponibilité des tests ou des lignes directrices? Pour la sélection des tests, en fait, voilà, je vais vous montrer plutôt la liste complète. Cette liste-là de l'acte de la nomenclature des actes, là on a pris la dernière acte, enfin la dernière nomenclature avec les tests qui avaient dispo dedans. Donc quand vous dites qu'il y a une augmentation dans le test, c'est le même test pendant 13 ans? Non, parce qu'il y a des tests qui arrivent aussi au fil du temps. Enfin, c'est-à-dire, on a pris les tests en 2024, ce n'étaient pas les mêmes tests, mais il y a des tests qui arrivent. Donc, voilà, on a pris une liste, oui, définitive, mais qui dans la réalité montre aussi l'arrivée des tests. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, merci beaucoup, c'est passionnant. Et alors, j'avais une question, mais autour de la pertinence. Je sais que ce n'était pas l'objet du travail, mais quand même, vu les chiffres que vous maniez, les données que vous pouvez traiter, ça fait poser des questions quand même sur la pertinence de l'examen génétique qui est prescrit. Et je sais qu'a priori, dans le CNDS, on n'a pas accès aux pathologies des personnes. Vous ne pouvez pas savoir si, donc, du coup, le test qui est prescrit est bien pertinent au regard des symptômes ou de la pathologie que cette personne présente. Vous confirmez? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, oui, malheureusement, ça c'est une des limites des CNDS, c'est qu'on n'a pas ni le motif de la consultation, ni le motif de test, ni les résultats de test non plus. Donc, Avec un bémol,
mais que l'on n'a pas fait, c'est que l'on on peut accéder à la cartographie de la CNAM. Et la CNAM a fait une cartographie qui permet, en fait, en fonction, c'est une espèce d'algorithme qui a été construit en fonction de médicaments prescrits, d'hospitalisation des patients et d'ALD, d'affection longue durée. Et le croisement de ces différentes variables peut permettre de classer des patients dans la cartographie, c'est-à-dire dans certaines pathologies. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a 21 pathologies qui sont repérées de cette façon-là. Okay. Là, on n'a pas fait cette jonction avec la cartographie, car les données de la cartographie ne sont disponibles qu'à partir de 2015. C'était une des limites. Mais bon, voilà, je vais faire la parenthèse. Mais merci. Du coup, ça éclaire aussi peut-être un peu ma deuxième question. C'était lié au fait que je suis absolument effaré d'apprendre que la moitié des prescriptions sont faites par des médecins généralistes. Hein. Et donc, en général, ce n'est pas du tout mon expérience, alors évidemment qui est très limitée, qui n'a pas du tout la prétention de la puissance de votre travail, mais en général, les généralistes, ils nous appellent toujours avant de prescrire un test génétique, ou alors ils nous l'envoient pour prescrire, sans doute parce que ce n'est pas inscrit à la nomenclature. Mais en tout cas, le fait d'apprendre que la moitié des tests génétiques en France sont prescrits par des généralistes, moi je tombe de ma chaise, en fait. Les tests génétiques, des tests génétiques qui sont inscrits à la nomenclature des actes biologiques et qui sont remboursés par l'assurance maladie, on est bien d'accord, hein, et avec des données du SNDS, qui sont des données de médecine de ville. D'accord ? Alors, médecine de ville, les données du SNDS, attendez, médecine de ville, plus la consultation externe de l'hôpital public, plus certaines consultations de médecins dans des hôpitaux privés. Ça comprend tout ça, le SNDS. Ça ne comprend pas du tout. Nous, on n'a pas travaillé sur le PMSI qui ne donne pas de données de prescription individualisées. Oui, donc en fait, pour compléter ça, c'est que cette étude était basée donc, dans la nomenclature, comme avait dit Nathalie. Donc on a pris les désirs. Et dans le désir, en fait, on a les médecins libéraux, mais on a aussi les séjours en établissement privé et les actes de consultation externe dans le public. Et c'est là, justement, où là, on a découvert qu'il y a pas mal de médecins généralistes qui ont consultation externe à l'hôpital public prescrit cette test. Un grand merci, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je suis impatiente, ce sera peut-être pas l'année prochaine, mais que vous nous refassiez ce topo sur tous les tests que nous prescrivons ici, qui sont des tests un peu plus complexes. Et je pense par exemple, les tests de prédisposition au cancer du sein, ils vont venir en numéro 2, parce qu'il y en a plusieurs, vraiment dizaines de milliers qui sont prescrits, mais ils ne sont pas à la nomenclature. Voilà, donc, il n'y a pas. On ne peut pas les capter. On peut faire des choses, voilà, effectivement. Moi, j'avais une question, enfin, une remarque. Je trouve que la diffusion du DPNI sur l'ensemble du territoire, elle est quand même formidable. C'est à partir du moment où il y a eu un accès à la nomenclature, ça a été tout de suite proposé, mis en place. Et vous avez fait une remarque, un commentaire sur le fait que les personnes qui avaient droit à la mutuelle solidaire avaient plus de DPNI pour trisomie 21. Est-ce que c'est corrélé au nombre de grossesses ? Est-ce que ça pourrait expliquer ? C'est peut-être des femmes qui ont en moyenne plus d'enfants. Enfin, plus de grossesse. C'est une interprétation qu'on a en tête, mais je n'ai pas les données pour les prouver. Merci. Je pense que c'est possible de repérer la grossesse parce qu'il y a des algorithmes dédiés à ça. Mais par contre, je n'ai jamais l'utilisé. Enfin, je ne sais pas, même pas comment ça marche. C'est quand même une hypothèse forte que de dire que donc on est bien d'accord que la CSS c'est conditionné aux revenus des personnes. Donc en fait effectivement ce sont des personnes plutôt défavorisées. Et donc alors je ne sais pas si c'est une hypothèse ou si c'est basé sur des choses réelles. On n'a pas osé la dire dans ces termes-là, mais maintenant, non mais je veux dire, voilà, c'est intuitif, c'est ça. Mais c'est une vraie discussion effectivement. Parce que pour les autres tests, c'est l'inverse. C'est-à-dire clairement, l'accès aux soins est moindre pour les personnes plus défavorisées. C'est que c'est au niveau de l'information qui est donnée, la capacité à dire non, la possibilité de dire non qui est donnée ou pas selon les populations. Il y a des préjugés quand même
Et il se peut aussi que c'est une hypothèse pareille, mais que les praticiens, que les gynécologues, ils se disent, voilà, ces personnes, elles ont moins de capacité à comprendre, donc de fait, on leur pas impose, mais en fait propose un peu, sans trop la possibilité de dire non, alors que pour les gens qui ont plus de capacité et donc souvent des moyens financiers plus grands, certains peuvent refuser. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut être un élément aussi. Dans ce cas-là, je propose qu'on passe à la table ronde, si ça vous va. Et donc, l'idée de cette table ronde, c'était précisément de partir de cette présentation comme point de départ avec aussi ses limites, notamment en termes de type de tests qui sont présentés, pour élargir un petit peu la réflexion. Donc, j'invite tous les membres de la table ronde à venir s'asseoir ici. Et on va commencer par Madame Novak, qui est facile à présenter puisque tout le monde connaît. C'est la coordinatrice du plan France Médecine Génomique 2025. Et elle va nous parler donc des données des plateformes nationales. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai montré les données d'activité qui étaient remontées par les deux laboratoires, Sequoia et Oragen, et qui nous permettent de donner les indicateurs du nombre de prescriptions, donc par préindication et par année. Et en fait, on peut aussi avoir, par le lieu d'exercice, l'établissement d'exercice plutôt du prescripteur, et ça nous permet d'avoir une répartition géographique des prescriptions. Donc sur la carte de gauche, vous avez pour les maladies rares en 2024 et pour la carte de droite, les cancers en 2024, avec la même échelle, donc qui vous montre, et aussi ce nombre de prescriptions est rapporté à la taille de la population régionale. Donc c'est foncé en Ile-de-France, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de patients, enfin de personnes en Ile-de-France, c'est rapporté à ce qui sera attendu. Et donc on arrive à suivre ces cartes, et ça nous montre aussi, puisque c'est un des objectifs du plan, c'est d'avoir l'équité d'accès sur le territoire, et ça nous montre effectivement si on a ou pas cette équité d'accès. Et on voit qu'on a une carte, alors je ne sais pas montrer les évolutions dans le temps, mais clairement pour les maladies rares, on est plutôt proche de la cible à quelques régions qui font exception, dont la région où nous sommes aujourd'hui, mais plutôt une couverture qui se fonce. Et à l'inverse, on voit clairement qu'en cancérologie, donc non seulement le nombre de prescriptions est très inférieur à la cible, et en plus c'est complètement inhomogène sur le territoire. On n'a pas la précision ensuite ville par ville, mais on voit qu'on a clairement une prescription qui se fait dans les établissements qui sont autour des deux plateformes. Il y a quand même quelque chose sur Paris et dans la région Aura. Et puis après, on voit qu'avec le temps, on a quelques régions qui se foncent dans les Hauts-de-France, enfin dans le Nord-Pas-de-Calais où on a pris les anciennes régions administratives, et puis aussi en Bretagne. Et puis après, on a des grandes régions, enfin des grandes zones du territoire qui sont complètement vierges. Donc ça, c'est un indicateur qui est intéressant pour nous à suivre. Mais après, la question qui manque, c'est finalement, là, on sait, ce sont des patients qui sont adressés au PFMG. En revanche, on n'a aucune information sur est-ce que ces personnes ont un panel qui rend le même service. Voilà, donc c'est là où, en fait, nous, on a un petit bout. Tout à l'heure, on parlait de lunettes. Donc là, on a un petit bout de la lunette qui montre la répartition de l'accès au plan, et après il nous manque complètement autre chose qui est quid des patients qui n'ont pas accès, et est-ce qu'ils n'ont rien du tout, est-ce qu'ils ont des panels, est-ce qu'on a cette même équité d'accès. Voilà, c'était juste pour introduire la discussion. Merci pour cette première présentation. Ça me fait un peu rebondir par rapport à la présentation précédente, parce que ça montre bien les enjeux territoriaux qui sont derrière ces actes de prescription. Et en fait, on les a vus aussi dans la présentation précédente, qu'il y avait des facteurs géographiques. Alors ensuite, comment on les interprète et la question, c'est est-ce qu'un des facteurs d'interprétation n'est pas celui des professionnels de santé qui sont derrière, à la fois en termes d'habitude d'usage. Et la question, c'est quelle répartition en fait en termes de nombre de professionnels de santé derrière ces actes de prescription. Est-ce qu'il y a une forme de concentration aussi de cette prescription? Bon, je ne sais pas si on peut répondre déjà à cette question, mais en tout cas, ça permet peut-être de faire la jonction. Donc, je vais me permettre de passer donc la parole à Madame Mathilde Marmier, donc qui est médecin de santé publique et qui est actuellement donc à la direction de la procréation, embryologie et génétique humaine de l'Agence de la biomédecine. Et qui s'intéresse notamment aux enjeux éthiques, médicaux et sociétaux liés à la procréation, l'embryologie et la génétique humaine. Je vous laisse la parole.
Donc effectivement, j'ai pas prévu de présentation puisque je n'avais pas de cartographie ou autre aussi visuel à vous présenter. Donc effectivement, peut-être pour vous dire un peu ce dont on dispose comme type de données à l'agence, ça fera, je pense, bien le lien avec les deux présentations précédentes. Donc pour vous rappeler un petit peu le rôle de l'agence, donc vous connaissez sans doute, mais c'est toujours utile de rappeler. Donc on a le rôle d'autoriser donc les laboratoires de génétique donc qui effectuent des analyses d'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles. On autorise les CPDPN et on autorise les centres de DPI. Et par ailleurs, on délivre donc les agréments individuels des praticiens qui valident les examens de biologie, donc soit des agréments dits illimités, soit des agréments limités à certains types d'analyses, donc notamment celles qui sont parfois plus fréquemment faites, donc HLA, typage HLA, hémochromatose, tout dernièrement dépistage néonatal de la SMA, donc où on a des agréments dédiés uniquement à ces analyses-là. Donc en échange de cela, entre guillemets en échange, enfin en tout cas les laboratoires sont tenus de nous remonter de façon en tout cas exhaustive des données chaque année, donc, mais qui sont des données du coup plutôt biologiques, donc certaines agrégées, certaines individuelles, sur le type d'examen des génétiques uniquement donc constitutionnels, hein, donc uniquement constitutionnels, en tout cas donc le type d'examen réalisé, l'indication, les résultats. Et donc, pour certains, on a aussi un détail sur les données incidentes. Et donc, dans le cadre des données incidentes, donc, quel était le motif initial de prescription, quel est le type de données incidentes obtenues. Voilà. Donc, en gros, on a ce type de données qu'on reçoit, donc, nous, à l'agence. Alors, quelles sont les forces de ces données? Donc, les forces, c'est on a théoriquement des données qui se veulent exhaustives, en tout cas, donc, sur l'ensemble des examens réalisés, qu'ils soient dans le cadre des circuits prévus, tels que le PFMG, tels que les filières maladies rares, ou qu'ils ne le soient pas. Donc, en tout cas, ça peut être, en tout cas, à des fins de pilotage, pour pouvoir comparer des tests réalisés, ce qui relève des circuits entre guillemets officiels ou en tout cas structurés, et ce qui est fait en dehors, ça peut être intéressant. Les limites des données dont on dispose, c'est qu'en fait, on en a encore pour une grosse part des données qui sont agrégées, c'est-à-dire que le laboratoire nous remonte un total donc, de ce qui est fait. Et surtout, on n'a pas de données concernant donc les caractérisations des patients, hormis donc l'indication initiale du test. Et donc, on ne sait pas non plus si, quand on reçoit un résultat de biologie, si la même personne a reçu en même temps, a eu 3 autres tests, on ne sait pas son parcours antérieur, on ne sait pas ce qu'il advient ensuite. Et du coup, de ce fait-là, on ne peut pas réaliser de chaînage ni direct ni indirect en l'état. Donc ça, c'est quand même des limites. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, quels sont un peu nous les enjeux et les choses sur lesquelles on travaille un peu à l'agence pour peut-être davantage utiliser, ou en tout cas quelles pourraient être des pistes en ce sens. Donc déjà, nous, il nous semble quand même que malgré ces limites, ça a des avantages en termes de pilotage plutôt de politique publique, hein, de voir de suivre des tendances. Donc voilà, on l'a dit là juste avant, et ça serait intéressant qu'on travaille également avec Santé publique France là-dessus pour suivre des tendances de prescription et pourquoi pas préciser par famille d'indications, famille on va dire de prescripteurs. En tout cas, se dire, voilà, est-ce que dans le domaine, typiquement de la procréation, dans le domaine de la gynéco, dans le domaine de la cardio, est-ce qu'on voit des tendances sur l'évolution de type de tests génétiques pratiqués? Après, on observera juste des tendances et ensuite on aura besoin d'en discuter avec d'autres pour voir ce qu'on en tire. Mais en tout cas, ça peut quand même être des choses qu'on trouverait intéressantes. Voilà. Autre chose, est-ce que aussi on pourrait, nous semble-t-il, utiliser ces données aussi à des fins de réflexion un peu éthique, voilà, de se dire qu'est-ce qu'on voit sur l'évolution de ce qu'on voit dans les données incidentes, est-ce que leur nombre augmente avec d'autres, et ensuite là aussi ça permet d'alimenter aussi des travaux pluridisciplinaires en ce sens. Donc voilà. Et également, troisième point, donc nous, on a commencé à se rapprocher du CAD pour voir quelle coopération on pourrait faire entre l'agence et le CAD.
Voilà, une des pistes également qu'on souhaite travailler, c'est voilà, l'Agence de la biomédecine, elle dispose de méthodes de travail habituelles, d'instances internes pluridisciplinaires, et voilà, on est convenu, en tout cas avec le cadre, qu'il fallait qu'on explore la piste de peut-être mettre à profit des travaux de réflexion ou déjà menés au sein de l'agence pour alimenter également les travaux du cadre et ne pas refaire des travaux déjà existants, typiquement sur la façon dont on travaille sur des données incidentes et autres, mais on a peut-être d'autres sujets devant nous qu'il faudrait qu'on travaille conjointement, de type la conservation des données, la façon dont on le fait, etc., plutôt sur un plan éthique. Du coup, on vient de voir la partie réglementaire et ce que les labos doivent renseigner. Et Catherine Bourguin va nous parler donc, de ce que ça coûte au labo de renseigner ces données. Donc, Catherine Bourguin travaille au CERMES 3. Elle a une double compétence génétique et sciences humaines et sociales. Et elle étudie l'impact des technologies génomiques et numériques dans les domaines de la santé. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors moi, je suis vraiment ravie de cette table ronde parce que je voulais commencer par une petite anecdote. En 2018, donc financée par l'ABM, j'avais mené avec Mauro Turini une enquête sur les tests génétiques pour les thrombophilies non rares. Et à ce moment-là, on avait une collaboration ponctuelle avec un observatoire régional de santé qui nous avait fait un premier traitement des données du SNDS. Et on s'était intéressé aux données des thrombophilies parce que moi, j'avais vu les chiffres de l'Agence de la biomédecine qui disait à l'époque 120 000 tests pour les TNR en 2016. Et quand on avait fait l'analyse avec l'observatoire de santé sur le SNDS, on trouvait 43 000 tests. Alors on se disait, où sont ces tests qui manquent? Alors bien sûr, il y avait les logiques que vous avez bien exposées tout à l'heure du fait qu'on n'a pas tous les tests qui sont prescrits, puisque tous les tests qui sont dans les dispositifs hospitaliers, sauf ceux qui sont en consultation externe, n'y sont pas. Mais voilà, on s'était arrêté là, et c'est pour ça que quand on a fait le projet ANR, je suis allée chercher Nathalie pour se dire qu'il y a du travail à faire, même sur ces tests à la nomenclature, pour comprendre des logiques, et on voit bien que ça apporte des choses. Alors en fait, pour poursuivre donc cette interrogation, avec ma collègue Juliette Froger-Lefebvre, on a réalisé une ethnographie dans un laboratoire de biologie hospitalière dans un CHU. Et donc c'était un objectif plus large d'enquêter sur les transformations du travail de production des tests génétiques à visée clinique dans ces laboratoires. Mais en fait, on s'est retrouvés, j'avais toujours ma question en tête, à regarder comment cette question de la production des données, comment on fabrique finalement ces données dans un laboratoire de biologie hospitalier. Et alors, je voulais essayer d'insister rapidement, coupez-moi si je suis trop longue, vraiment, parce que c'est passionnant, je trouve, sur 4 aspects. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on appelle chiffre de prescription? Voilà. Parce que au laboratoire, effectivement, ils reçoivent des demandes de prescription, mais ces demandes, en fait, elles sont parfois extrêmement ciblées quand les praticiens qui prescrivent savent exactement ce qu'ils veulent. Et puis le plus souvent, ou régulièrement, en tout cas, les biologistes interprètent la prescription pour décider des tests qu'ils vont vraiment faire. Et donc, ça va dépendre de leur connaissance de la littérature, de l'organisation de la chaîne de production des tests au laboratoire, toute une série de choses qui font que finalement, y compris l'attractivité du laboratoire, finalement, ces tests, c'est à la fois la prescription, mais c'est aussi toute une autre série d'étapes dans la production de ces tests qui sont concernées. Donc, c'était une interrogation sur le titre. Au début, je n'avais pas réfléchi, mais il y a un vrai enjeu. Qu'est-ce qu'on entend par chiffre de prescription? Alors, pour ce qui est de la remontée des chiffres, alors, dans ce laboratoire, et je pense que les biologistes qui sont présents nous diront en quelle mesure c'est différent, les chiffres qui sont remontés à l'Agence de la biomédecine sont vraiment réalisés par les biologistes. Ce n'est pas un travail qui est délégué, et c'est les biologistes qui le font d'autant plus que finalement, mais vous venez nous le dire, c'est leur responsabilité qui est engagée, puisque c'est eux qui ont l'agrément. Et donc, voilà, on a une vraie implication des biologistes dans ce travail. Alors, c'est un vrai travail de transformation des données, parce que, évidemment, les données qui sont produites au laboratoire ne correspondent pas déjà aux cases que demande de l'agence, qui évolue en plus dans le temps, pour des raisons que vous avez exposées. Mais donc, il y a un travail qui va dépendre de l'expertise bioclinique du laboratoire, des technologies qui sont disponibles au laboratoire, et de la façon dont les biologistes interprètent ce que demande l'ABM, pourquoi ils veulent ça, etc. Enfin, évidemment, je schématise un peu, mais on sent qu'il y a un vrai travail dans la production de ces chiffres, et il y a notamment des enjeux d'arbitrage par les biologistes au moment de produire les données. Voilà, c'est pas spécifique à ces données, c'est bien décrit par les sociologues des données, mais on a vraiment ça qui est à l'œuvre. Qu'en est-il des chiffres pour le remboursement, qui peuvent aller dans le SNDS?
Bah là, par exemple, dans ce laboratoire, la procédure diffère selon la prescription, la provenance de la prescription, selon qu'elle vient d'une prescription de l'hôpital, du groupe hospitalier, ou qu'elle vient de l'externe, parce que c'est un laboratoire qui reçoit des prescriptions en dehors de son hôpital. Et donc, finalement, c'est des procédures de remontée qui sont très différentes, qui vont dépendre donc beaucoup plus des enjeux d'organisation, des enjeux de finance et de comptabilité. Par exemple, quand c'est externe, il va y avoir la cadre qui va faire remonter des chiffres au service facturier. Donc on voit que les intermédiaires ne sont pas les mêmes. Et la cadre, elle part du même compte-rendu, mais ce n'est pas elle qui transforme le compte-rendu en chiffre de l'ABM. Elle transforme, elle, et ce n'est pas le biologiste, ce compte-rendu en chiffre qui va être remonté aux factures. Voilà. Et quand c'est en interne, et ben là, c'est encore un autre circuit. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'à chaque fois, il y a des acteurs différents et il y a des logiques différentes. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est que en plus donc, de ces logiques de qui et quelle expertise est mobilisée, pourquoi, quelle est la responsabilité engagée, est-ce que c'est une responsabilité financière ou professionnelle, il y a des outils. Il y a des logiciels. Et alors ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on ait en tête à quel point ça a une influence sur la production de ces chiffres. J'ai été moi-même très étonnée du fait qu'il y a une infrastructure logicielle avec des logiciels qui peuvent se suivre dans le temps. Par exemple, il faut d'abord que ça soit dans le logiciel de laboratoire, puis dans le logiciel de facture, et puis à un moment donné, on change de logiciel de facture, il y a des interconnexions, etc. Et donc, tous ces circuits de transformation, de vectorisation de l'information contribuent à faire qu'il y a des moments, il y a des chiffres qui ne remontent pas, il y a des moments, ils remontent, et finalement, qui a la visibilité sur ces circuits de remontée, j'ai l'impression que pas grand monde. Voilà. Voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que bien sûr c'est un cas de figure et on sait combien la production de données génétiques est différente d'un laboratoire à l'autre et combien ça évolue dans le temps. Donc c'est pas des éléments qui sont forcément pareils partout, mais ça fait vraiment réfléchir sur comment on produit ces chiffres et pourquoi derrière ces chiffres qu'on prend parfois comme étant des données figées, en fait, s'intègre tout l'écosystème dans lequel s'inscrivent la production des choses qui donnent naissance et les acteurs et leur organisation. Merci Catherine. On va passer donc la parole à Arnaud et donc ça fait une bonne transition d'une certaine manière entre la présentation de chiffres à l'échelle nationale d'activité et ensuite pour rentrer un petit peu plus dans le concret. J'ai envie de dire de la pratique professionnelle ou des pratiques professionnelles qui sont derrière la production de ces chiffres. Donc, je donne la parole à Arnaud Bayle, donc, qui est oncologue médical et économiste de la santé, donc double casquette, à l'Institut Gustave Roussy, au département d'innovation thérapeutique et d'essais précoces, donc le DITEP, et qui est aussi impliqué dans le développement de solutions numériques pour faciliter l'inclusion de patients dans les essais. Et juste une petite remarque technique, parlez bien dans le micro pour les personnes qui sont en ligne. Merci. Ça marche. Merci beaucoup pour l'introduction. Là, finalement, aujourd'hui, la casquette qui est importante, je pense que c'est la casquette d'économiste, donc au sein du travail, enfin, dans le travail qu'on réalise avec Gustave Roussy, notamment avec Julia Bonastre et toute l'équipe d'économie de la santé. On travaille depuis longtemps sur le séquençage, sur la médecine de précision. Et c'est vrai que l'autre casquette que j'ai, c'est la casquette d'oncologue. Donc, je vois un peu les deux côtés, on va dire, de l'écosystème. Et je pense que ce qui est frappant, en tout cas, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a tous envie d'avoir des données, mais personne vraiment veut les collecter. Mais à la fin, on est très content d'en avoir. Et voilà, moi, je trouve que cette carte est très intéressante sur le PFMG. Et je pense que c'est quelque chose qui doit, à mon avis, résonner en nous sur les prochaines échéances qui vont arriver. Donc nous, l'expérience qu'on a dans l'équipe, c'est de travailler sur des données. Donc là, un premier travail qui a été montré illustre aussi ce qu'on fait un peu. Nous, on travaille sur le RIHN et on a, par exemple, travaillé sur les codes pour le cancer. Donc les codes qui sont N454, N453, enfin des codes qui ne parlent pas beaucoup à grand monde, mais qui concrètement sont la seule chose sur laquelle on peut finalement faire des analyses dans le cadre du RIHN, donc dans ce référentiel des actes innovants hors nomenclature. Et en fait, la limite, c'est qu'on ne sait pas quelles analyses sont concrètement réalisées derrière ces codes et on ne sait pas pour quel type de cancer. Et bien sûr, on n'a pas les résultats. Donc ça fait tout de suite, je pense que ça illustre tout de suite la difficulté qu'on peut avoir d'analyser ces bases de données. Et en plus, on en a parlé, il y a à la fois la nomenclature avec la NABM, la CCAM, il y a le RIHN, il y a aussi le PFMG. Donc finalement, si on prend le parcours de soins d'un patient, quand nous on voit un patient en cancérologie, on lui prescrit au fur et à mesure de son parcours des tests et qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Et donc nous, dans les travaux qu'on mène, on s'intéresse aussi à l'équité d'accès.
Donc on a fait un travail sur l'équité d'accès, notamment au séquençage dans le cancer du poumon, qui est un peu un cancer modèle pour la médecine de précision, parce qu'il y a énormément de cibles thérapeutiques. Et en fait, ce qu'on a réussi à montrer, et ce qu'on va bientôt publier, qu'on a présenté déjà à Epiclin par exemple, c'est le fait qu'il n'y a pas le même accès en fonction du statut de l'hôpital. Si on est dans un centre de lutte contre le cancer ou un centre hospitalier périphérique, ça peut paraître évident, mais en fait c'est quelque chose qui n'est pas vraiment montré et qui est une réalité. Et donc je pense que cette équité d'accès, en fait, elle passe par la capacité qu'on a de montrer qu'il y a ou non une équité, ou est-ce que sont les facteurs de différenciation. Et dans cette collecte de données, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui est compliqué, c'est le côté, c'est pas forcément pensé en amont, c'est fastidieux, compliqué, rétrospectif. Et en même temps, on a des financements liés à l'innovation, et donc on peut se dire que c'est une des contreparties de l'innovation et de ces financements un peu incitatifs pour essayer de favoriser l'innovation. Et donc c'est vrai que voilà, là je pense qu'on est un peu à un carrefour avec le PFMG 2025, comme son nom l'indique, qui va bientôt donner peut-être quelque chose de nouveau. Il y a le RIHN 2.0 qui est sorti. Donc moi, à titre personnel, je suis aussi à la HAS, dans une commission qui s'intéresse à l'évaluation des actes diagnostiques. Et en fait, on voit bien que pour évaluer un dossier, on a besoin de données. Et en fait, en tout cas, nous, en cancérologie, on arrive toujours à cette question de quelle est l'utilité clinique de tel test, quelle est la meilleure stratégie de testing. On a très peu de données, finalement. On n'a pas vraiment d'essais comparatifs randomisés, parfaitement réalisés, qui nous permettraient d'y répondre. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on ait le maximum de données, à la fois des données d'essais, des données de collègues, de cohortes, des données aussi potentiellement liées à ces bases médico-administratives qui peuvent compléter et donner un peu la réalité du terrain sur certains aspects. Et si on arrive à collecter tout ça en plus des données de vie réelle, on va réussir potentiellement à démontrer l'utilité, à savoir aussi dans les années futures quels sont les actes à financer, lesquels sont du domaine de l'innovation, lesquels sont du domaine de la nomenclature. Et donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu un peu collectif, à la fois du côté des cliniciens, par exemple quand on parle de l'utilité clinique, il faut voir quel est l'impact du test derrière la prescription, aussi un enjeu des biologistes pour qu'on ait des données de prescription, des données précises sur ce qui est réalisé sur chaque plateforme, parce que peut-être aussi qu'on avait des remontées par exemple à un moment donné avec les plateformes 1K qu'on a un peu perdu quand les plateformes 1K ont cessé en tant que plateforme 1K initiale. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu collectif de données, on en est tous convaincus, il y a potentiellement des nouvelles versions des dispositifs initiaux qui ont été mis en place. Et donc moi, à titre personnel, je pense qu'on est vraiment à un tournant là-dessus. Et concrètement, quand on voit des patients, ils peuvent avoir des tests ciblés à un moment du parcours, des panels NGS étroits, larges, ils peuvent avoir l'accès au PFMG. Et en fait, c'est très dur de reconstituer tout ça, et ça dépend effectivement de facteurs individuels, de facteurs liés à des institutions, de facteurs liés à des médecins. Donc, voilà, nous, en tout cas, au sein de l'équipe, on essaie de travailler sur ces sujets-là, de donner de la donnée, de la data avec ce qu'on a. Mais concrètement, je pense que pour la suite, il faut vraiment que prospectivement, on sache déjà comment la collecter. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses que le numérique peut apporter sur la collection de données un peu en prospectif, de façon un peu automatique, d'éviter la double saisie. Et je pense qu'on a des choses qui peuvent vraiment faire améliorer. Donc voilà, il faut anticiper aussi dans les logiciels de prescription, de réalisation, toutes ces données qui peuvent être remontées de façon plus automatique et qui, à mon avis, sont complémentaires aussi de tout ce qui est qualitatif. Et là, je reviens un peu à des travaux qu'on a pu mener aussi, nous. Il n'y a pas que le quantitatif qui sera important, il y a aussi tous les entretiens qu'on voit semi-directifs qui peuvent apporter de la connaissance, parce que c'est vraiment complexe, le séquençage. Et nous, avec Julien, on collabore beaucoup avec des équipes sur ces sujets-là, parce qu'on pense qu'il y a toujours un volet quantitatif et qualitatif. On avait fait un travail avec Audrey Vézian aussi sur ce sujet-là. Et en fait, voilà, on voit bien que c'est beaucoup de personnes différentes, des biologistes, des cliniciens, des patients. C'est beaucoup de tests différents, beaucoup de pathologies si différentes. Et donc, il y a un vrai enjeu de comprendre ça. Avec des entretiens aussi qui complètent la partie quantitative. Et le dernier point, et je m'arrêterai là, c'est vraiment le fait que, aussi on parle beaucoup de séquençage en tant que tel, en sens large, mais la réalité c'est qu'il y a des différences très importantes entre la cancérologie et les maladies rares. Nous on a fait le travail sur le PFMG 2025 sur la partie coût, et en fait on s'intéresse à des problématiques très différentes quand on est sur du diagnostic ou quand on est sur du theranostic. Il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes sur le délai de rendu de résultat, il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes sur finalement l'intérêt ou pas de faire un panel très large ou un panel plus ciblé. Donc je pense aussi ça c'est un message, c'est de collecter de la donnée de façon précise aussi par pathologie, et je pense que ça c'est quelque chose qui sera aussi très important parce que c'est dur d'analyser ça si on groupe toutes les analyses ensemble. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, on va passer à la présentation de Léa Godilla, qui est conseillère en génétique et chargée de parcours génomique au CHU de Dijon. Elle réalise une thèse sur les pratiques professionnelles en médecine génomique et elle va nous présenter donc le rôle des chargés de parcours génomique dans la collecte des données. Bonjour à tous. Du coup, je fais une présentation un peu plus avec la présentation, etc. Mais après, pour la discussion, il n'y aura pas de souci.
Donc moi, je vais plutôt parler en fait des acteurs qui peuvent produire justement ces données. Donc le chargé de parcours génomique, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le chargé de parcours génomique, ça a été une nouvelle fonction, un nouveau rôle qui a été créé dans le cadre du plan. Pourquoi ? Parce que le parcours d'accès aux soins justement du génome a un petit peu été complexifié et donc du coup il y a eu besoin de fluidifier tout ça, de trouver des acteurs qui pouvaient justement aider les prescripteurs et donc c'est comme ça que le métier de chargé de parcours génomique a émergé. Donc maintenant là vous avez la petite carte qui représente un petit peu tous les chargés de parcours génomique. Il y a eu 2 vagues de financement, il y a 51 postes maintenant et donc justement il y a des postes qui vont avoir une valence que maladies rares, des postes qui vont avoir une valence que oncogénétique, cancer, des postes qui vont avoir les 3 domaines et puis ils sont divisés par zone après et ils couvrent un territoire. Donc même si un chargé de parcours génomique est dans une structure de soins, il va devoir aider tous les prescripteurs de son territoire. Donc au départ, le poste il a été pensé pour que puissent occuper ces postes soit des conseillers en génétique, soit des attachés de recherche clinique, soit des ingénieurs. Au niveau des activités, rapidement, mais du coup les chargés de parcours ils interviennent énormément dans la saisie des données dans les logiciels d'e-prescription pour aider aussi les prescripteurs à être formés sur ces logiciels d'e-prescription. Ils participent au RCP, ils aident à la mise en place donc, des circuits. Là aussi, on verra, il y a une différence, maladies rares et cancer, et donc du coup leurs activités vont être modulées par rapport à ça. Et puis pour les conseillers en génétique, il y avait cette formation-là initialement. Ils peuvent intervenir donc dans les consultations, et pareil, ça change beaucoup aussi le circuit du patient et le parcours ensuite. Et donc du coup, en tant que chargée de parcours génomique, je me suis rapidement intéressée en fait à savoir qui étaient ces chargés de parcours, qui est-ce qui avait été finalement effectivement recruté, quelles sont effectivement leurs activités. Donc pour ça, on avait passé un questionnaire. Donc en 2023, pour les 40 chargés de parcours qui avaient été embauchés à ce moment-là, je vais très rapidement sur les résultats pour pas monopoliser la parole, mais qui est un chargé de parcours génomique, si on prend les gros chiffres, généralement c'est une femme. Elle a fait un parcours post-bac scientifique, elle a un master. C'est soit une conseillère en génétique, soit une attachée de recherche clinique. Donc pour l'instant, on fit assez bien avec les demandes initiales du plan. Il y a du coup là quelques différences, mais en fait, globalement, le chargé de parcours, il fait les activités pour lesquelles on l'avait embauché. Il y a une différence de proportion de conseillers en génétique suivant le domaine. Et en fait, on a aussi observé après des différences d'activités suivant les domaines et suivant la formation initiale. À titre d'exemple, l'information aux patients, forcément, bien plus effectuée en maladies rares par des conseillers en génétique, parce qu'il y a plus de conseillers en génétique dans les maladies rares. Et pareil, pour la gestion des prélèvements, on voit une vraie différence entre ce que fait un chargé de parcours quand il gère des prélèvements pour la partie cancer que pour la partie maladies rares. Et donc un petit retour des chargés de parcours qu'on a obtenu grâce à ce questionnaire, en fait, c'est que c'était un rôle globalement en expansion. Quand on a fait le questionnaire, je pense que ça peut expliquer un petit peu la différence des prescriptions que vous avez montrées sur la carte juste avant. C'est qu'en fait, les chargés de parcours pour la partie cancer sont arrivés après, donc on voit que sur la partie maladie rare, ils ont vraiment aidé au taux de prescription. Et donc pour la partie cancer, il y a cette partie du coup gestion des prélèvements qui prend du temps, mais une fois que ça c'est bien géré, on voit dans certaines régions du coup des prescriptions qui peuvent bien augmenter. Donc les chargés de parcours sont globalement très satisfaits de leur travail. Ils ont un fort engagement. Par contre, ils sont très demandeurs d'avoir des formations. Il y en a beaucoup qui demandent à être conseillers en génétique. Il y en a beaucoup qui veulent poursuivre par des DU pour essayer d'en apprendre plus sur la génomique. Donc je pense même s'ils sont un acteur de la production des données, ils ont envie de comprendre ce qu'ils font aussi. Et donc voilà, nous surtout, ce qu'on a réfléchi, c'est que cette étude, elle nous montrait l'importance d'une réflexion stratégique pour l'évolution des rôles et les conditions nécessaires à son maintien, parce que voilà, on veut assurer cette continuité qui semble quand même avoir de grands bénéfices. Voilà. C'est une question pour la dernière intervenante. Quelle est la proportion de conseillers en génétique dans les chargés de parcours génomique? Parce que à la fois, on comprend bien l'interaction, et à la fois, il y a des conseillers en génétique qui sont très, très opposés et qui pensent que c'est vraiment deux métiers différents. Donc, vous avez une idée du nombre moi, elle est 31%.
J'avais 31%. ouais, et 31% d'attachés de recherche clinique. Mais du coup, il y avait plus de conseillers en génétique dans le domaine des maladies rares. Merci. Alors, je change un peu de domaine et je voulais poser une question surtout à Arnaud Bayle, puisque du coup, vous avez mentionné la notion d'équité, d'accès. Enfin, évidemment, je pense que ça nous mobilise tous ici. Et pour autant, pour moi, je ne suis pas oncogénéticien, donc je fais peut-être une erreur. Mais dans mon esprit, l'oncologie était plutôt un modèle d'organisation sur le territoire national, notamment par le biais des RCP, en fait, qui pouvaient garantir justement aux patients la meilleure diagnostic, approche thérapeutique, soins, etc. Et du coup, je suis surpris du fait que vous avez mentionné que donc, dans certains hôpitaux, notamment donc, hors centre de lutte contre le cancer, je pense, il y avait des taux d'accès donc, au génome de la tumeur, par exemple, qui étaient moins importants que dans ces centres-là. Enfin, voilà, comment on explique ça? Alors, il n'y a pas une réponse simple et surtout le constat est un peu plus quand même à analyser avec nuance. Mais déjà, il faut distinguer le constitutionnel du somatique. Je pense qu'il y a vraiment une organisation dans le constitutionnel qui est différente donc, de ce qui est fait dans le somatique. Donc, quand on a des tumeurs qui sont liées à des anomalies moléculaires liées à la tumeur. Et en somatique, ce qui va se passer, c'est que finalement, vous avez moi, si je prends un exemple que je connais, c'est à Gustave Roussy. À Gustave Roussy, il y a beaucoup d'essais cliniques. Et du coup, depuis longtemps, on a une culture de faire du séquençage pour pouvoir trouver des anomalies moléculaires pour inclure les patients dans les essais cliniques. Ça, c'est... moi, je suis passé dans pas mal de centres pendant ma formation. On n'a pas dans tous les centres le même accès à des plateformes de génomique, on n'a pas le même accès à des essais cliniques. Et donc, la réalité, c'est qu'en fait, en fonction des endroits où on peut être suivi, il n'y aura pas forcément la même proposition de séquençage, parce que derrière, potentiellement, l'utilité clinique de séquençage, ce n'est pas forcément l'accès à une thérapie ciblée, mais c'est l'accès à un essai clinique, par exemple. Et ça, typiquement, dans le cancer du poumon, ce qu'on a regardé, c'est on a regardé les biomarqueurs qui étaient les standards, entre guillemets, avec des médicaments approuvés. Heureusement, il y a une uniformité d'accès, alors pas forcément avec les mêmes techniques d'ailleurs, dans certains cas c'est des tests plutôt monogéniques, pas forcément des panels NGS, mais en tout cas au moins on teste EGFR, ALK, c'est les grands marqueurs du cancer du poumon. Par contre, sur les marqueurs plus innovants ou les marqueurs plus récents, qui soit avec un médicament en accès précoce, soit avec un essai clinique, le test est réalisé de façon beaucoup moins systématique en routine. Et là, il y a des différences en fonction des centres, avec clairement des distinctions entre CHU et CLCC versus des centres hospitalo-généraux ou des centres privés. Et je pense que cette logique-là, en fait, elle s'étend à d'autres sujets, par exemple la biopsie liquide. Actuellement en France, vous n'avez pas la même équité d'accès à la biopsie liquide, quel que soit le centre où vous êtes. Si votre centre de référence n'est pas équipé par rapport à la biopsie liquide, vous n'aurez pas forcément accès de la même façon que si vous êtes dans un centre où il y a beaucoup de dynamique de recherche sur ces thématiques-là. Et donc il y a toujours un continuum entre le soin et la recherche. Et c'est vrai que nous, en cancérologie, comme il y a très vite, à un moment donné, des innovations thérapeutiques qui sont soit au stade d'essai clinique, soit au stade d'accès précoce, et pas toujours encore au stade de l'AMM, on est à un stade où finalement il peut y avoir ces iniquités d'accès par rapport à ces panels-là. Par contre, potentiellement quand même sur des standards, et donc typiquement l'oncogénétique, où il y a des choses très, très avec des guidelines, ou alors des portraits moléculaires standards pour les premières lignes, c'est plutôt équitable. Mais c'est tout ce qui reste après du champ de l'innovation, et malheureusement, c'est moins standardisé, il n'y a pas vraiment de guidelines de testing comme on a des guidelines de traitement. Si je peux me permettre de poser une question, j'aimerais avoir l'avis des personnes de la table ronde sur aussi les enjeux liés à l'évolution des techniques de séquençage et à notamment la séparation entre constitutionnel et somatique dans le cadre de l'oncologie. Mais je pensais aussi peut-être à des choses que Catherine, vous aviez pu voir, c'est comment... on peut être amené à utiliser des tests, on va dire, homogénéisés pour tous les types de patients, mais ensuite à regarder que certains résultats en fonction des prescriptions initiales. En fait, ce qui pose toute la question de qu'est-ce qu'on fait des données qu'on produit en plus, est-ce qu'on les invisibilise, est-ce qu'on les rend aux patients s'il y a des choses. Enfin voilà, c'est aussi pour les débats éthiques que ça peut soulever. Voilà. Juste avant de répondre, je voulais faire une petite réponse, enfin pas une réponse, mais un élément de complexification de la question qu'a posée Arnaud en disant il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus à la façon dont on veut produire des données pour pouvoir analyser. Moi, ce que je voulais dire, j'ai oublié de le dire, mais ça me semble hyper important, c'est que ce travail, il est extrêmement lourd dans les laboratoires, dans tous les endroits, en fait. Faire en plus du travail qu'on fait déjà, ce travail de mise en forme, et on a l'impression que c'est juste un truc en plus. Non, c'est une vraie réflexion. Il faudrait, comment on va traduire, comment on va produire cette donnée. Et dans le contexte actuel de surchauffe des hôpitaux et des laboratoires, ça devient vraiment compliqué. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à la bonne donnée
et à la façon dont ce travail plus ou moins visibilisé. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, il y a des chargés génomiques qui n'étaient pas forcément prévus au début parce qu'on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup de temps. Donc, il faut aussi qu'on arrive à réfléchir à ce que ça coûte en temps humain de produire de la donnée. Quand ce n'est pas celle qui est directement produite dans le soin. Donc, j'en viens à ta réflexion, qui était, moi, mon étonnement, enfin, entre guillemets, mais de recherche sur comment l'organisation pratique d'un laboratoire conduit au fait qu'on va produire plus de données que ce qu'on cherche à produire, parce que c'est plus efficace du point de vue du flux de tous les types de données qu'on a à produire. Parce qu'il y a plein de patients, et puis ils n'ont pas forcément tous exactement la même prescription. Alors, soit il y a la plateforme de séquençage de tout le génome, qui revient finalement aussi à faire ça, puisqu'on ne va pas forcément tout regarder. Mais même dans des endroits où ce n'est pas aussi centralisé sur une technologie très, très exhaustive, il y a quand même des ressources pratiques qui sont nécessaires qui doivent nécessairement être mises en place. Et effectivement, on produit de la donnée supplémentaire. Alors, je pense que la plupart du temps, elle est considérée comme un déchet, en fait. C'est-à-dire qu'on va peut-être même parfois la supprimer, ou en tout cas la mettre dans une boîte noire, dans une poubelle numérique, je ne sais pas comment le qualifier, mais il y a des logiques, en fait, qui vont avec la montée en puissance du nombre de tests qu'on fait et de la variété des tests qui sont produits dans des contextes très différents. Et donc, à un moment donné, il y a une réalité pratique de quel est le type de plateforme qu'on met en place pour produire tous ces tests. Du coup, moi, 2 éléments de réponse. Alors, en réponse à ce que vous venez de dire, effectivement, je pense qu'on a toujours un peu l'illusion de se dire qu'on va arriver à avoir une vision totale de tout qu'avec des données. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'on lâche un petit peu prise sur ce point et de se concentrer sur vraiment quel est le juste indicateur ou autre. Voilà, et moi je distinguerais 2 sujets. Il y a ce qui est recueilli en routine. Alors on est bien parlé à l'ABM, bien placé pour en parler. Voilà, donc, et à l'inverse, qui suppose des projets de recherche plus ponctuels où on a peut-être des moyens supplémentaires qui peuvent être donnés sur certains aspects. Et je pense qu'effectivement, collectivement, il faut qu'on puisse parfois lâcher un peu prise sur nos ambitions ou nos rêves, d'avoir un peu une vision exhaustive de tout, en fait. Voilà. Et mon deuxième élément de réflexion, il est justement sur ce que vous disiez sur les données incidentes ou autres. Je prends avec l'évolution des techniques et autres. Moi, je trouve que c'est intéressant, justement, on a besoin des chercheurs, je veux dire aussi en sciences humaines, peut-être en premier lieu, pour un peu comprendre, justement, quand on a des résultats qui n'étaient pas prévus, voilà, quel a été l'impact réel pour les personnes, parce que moi, il y a quelques semaines, j'étais invitée à une table ronde sur les données incidentes par la filière maladies rares cardiogènes, et un des éléments qui a été cité, il y avait des cas pratiques qui étaient présentés par des professionnels, par des médecins, et il y en a qui disaient, mais en fait, il nous est arrivé en fait de remonter, de découvrir une donnée incidente, et en cardio, ils sont particulièrement concernés puisque les gènes, c'est considéré comme actionnable. On a fait tout un arbre généalogique. En fait, on a retrouvé des cousins et autres, voilà. Et en fait, aucun d'eux n'avait jamais eu de manifestation des pathologies. Donc finalement, maintenant, on en est à se dire, est-ce que vraiment faut qu'on pousse jusque-là, ou est-ce qu'on s'arrête dans l'arbre généalogique, puisque finalement, ça a des conséquences pour la vie des personnes. On leur dit qu'il va falloir qu'elles aient un suivi ou autre, ou qu'elles risquent une mort subite ou autre. Et en fait, in fine, il n'y a pas de manifestation clinique. Donc ça, je trouve quand même que sur ce genre de sujet, quand on a un peu de recul avec des données, c'est intéressant d'aller voir vraiment l'impact que ça a sur la vie réelle des gens, comment ces personnes ont peut-être vécu ça. Est-ce qu'à l'inverse, elles se sont dit, c'est une chance pour moi d'avoir pu avoir ce suivi proposé, ou à l'inverse, est-ce qu'elles se sont dit, j'aurais préféré ne pas le savoir, je ne sais pas. Et moi... un autre élément qui m'a été rapporté dans cette table ronde-là, qui m'a quand même interpellée, c'est que les personnes disaient qu'il commençait à y avoir des publications internationales sur le fait que quand c'était des découvertes incidentes, des pathologies découvertes incidemment, en fait, en général, c'était des formes qui avaient des moindres manifestations cliniques que d'autres. Et donc, il commençait à y avoir des publications internationales là-dessus. Et donc, ça complexifie encore le sujet. Donc, voilà. Donc, j'apporte pas du tout de
de réponse à la question. J'apporte juste une réflexion me disant que moi, je trouve que autant on peut peut-être via les chiffres qu'on recueillir des tendances d'évolution, et ensuite, moi, de mon point de vue, c'est utile d'avoir des regards pluridisciplinaires sur ces sujets pour voir peut-être le regard un peu médical de qu'est-ce que ça a pu changer dans les prises en charge médicales ou autres, mais aussi le regard sciences humaines sur les parcours de vie, sur ce qui s'est passé effectivement, etc. Mais du coup, je suis très contente que vous soyez intervenu avant, parce que vous avez fait une très belle introduction à ce que j'allais dire. En fait, on vient de terminer un projet européen de 2 ans, enfin finalement 2 ans et demi, qui s'appelait Ken Hill. Et dans ce projet européen, on a notamment traité des données incidentes. Donc il y avait 3 grandes thématiques. Il y avait la vie privée, les données incidentes et puis la réutilisation, tout en cancer génétique, la réutilisation, enfin bref, un autre sujet. Et donc par rapport aux données incidentes, en fait, donc on a publié un rapport où on compare la perspective des patients, des citoyens et puis du consortium européen d'experts, donc Ken Hill, et on avait fait des stakeholder workshops, etc. Et du coup, donc d'abord pour revenir à la première question, enfin pas question mais première remarque, c'était le danger entre guillemets d'augmenter la masse de données incidentes, parce qu'alors on change complètement la façon de concevoir le système de santé et que ça pouvait créer du coup beaucoup d'autres problèmes, des priorisations dans les soins de santé, augmenter les files d'attente pour les diagnostics, etc. Et alors, ce que vous avez dit, c'était oui, donc tous les questionnements éthiques et l'importance d'une réflexion pluridisciplinaire. Mais c'est ce qu'on a en tout cas tenté d'apporter, selon une certaine approche dans ce rapport, puisque les données incidentes sont un des 3 sujets majeurs. C'était incidentes et secondaires, mais majoritairement incidentes. Et c'était toutes ces questions aussi où les experts ont partagé, eux, dans le cadre du consortium, leur expérience avec, parce qu'il y avait des cliniciens, des généticiens, oncologues, etc., leur expérience avec les patients. Et ils insistaient particulièrement sur l'importance de considérer tout l'arbre familial pour communiquer ou pas certaines décisions, et aussi l'importance d'un shared decision making avec des consultations séparées entre la demande de diagnostic initial et puis toutes les données incidentes, avec une plus grande place du conseiller en génétique qui dans la seconde partie, etc. Enfin, toutes ces questions sont abordées. En effet, ils étaient confrontés à ces problèmes sans pouvoir apporter de solution ni de réponse, et que ça devenait vraiment urgent au vu de l'agrandissement de la masse des données. Voilà. Merci. Oui, moi, je ne me suis pas présentée. Dominique Stoppalione, Institut Curie. Et en fait, il y a 2 sujets majeurs que vous avez abordés dans la table ronde. Il y a d'une part la problématique de finalement, on s'aperçoit que plus rien n'est vraiment mendélien. On était dans le dogme. Et ça nous déstabilise un peu. C'est-à-dire que, comment dire, la problématique de la pénétrance selon le point de départ, et c'est particulièrement saillant avec les facteurs de prédisposition au cancer du sein, BRCA, où on voit que selon les études, la pénétrance, notamment quand on va vers la population, ça s'effondre. Mais il n'empêche que quand on fait des études, le plan donné, on trouve une donnée incidente qui, à mon avis, restera incidente, pas secondaire, mais on verra demain pourquoi. Eh bien, il faut quand même s'interroger et se dire, est-ce qu'elle est véritablement si incidente que ça? Parce que quand on réinterroge, dans un certain nombre de cas, les familles, notamment pour le sein, des histoires paternelles, on s'aperçoit quand même qu'il y avait des choses. Mais ça c'est un sujet, et ça nous dit aussi qu'il y a tout un travail d'épidémiologie génétique à poursuivre pour aller véritablement vers des tests en population générale. Et puis, il y a un premier sujet, c'est la question que vous avez posée, qui est quand on fait finalement aujourd'hui et beaucoup de labos pour des organisations de flux, dans notre laboratoire en particulier, nous on fait les 100 gènes, on fait même aujourd'hui on est à 150 gènes de prédisposition au cancer, ou pire encore peut-être pour certains, de gènes dont on ne sait pas qui sont candidats pour la recherche. Mais en même temps on se met des œillères, c'est-à-dire qu'on a finalement fait des panels in silico qui correspondent à la prescription. Et on est très soucieux justement de voir le biologiste est très soucieux de voir quelle est la prescription. Et puis, il ne fait que ça. Alors après, il est vrai que de temps en temps, lors de la RCP, il y a d'autres choses. Il y a il y a une autre indication. À ce moment-là, on démasque. Alors bon,
on ne démasque pas tout, mais on démasque ce qui nous intéresse. Et ce que je veux dire, c'est que on est finalement aussi dans une époque formidable avec la capacité du NGS, finalement, à réfléchir en marqueurs génétiques. Et on peut, dans une seule approche, combiner des marqueurs génétiques qui s'inscriront dans le diagnostic, qui seront financés par exemple par la HAS, parce que correspondant à l'indication. On peut mettre des gènes, des marqueurs qui s'intègrent dans la recherche, et qui, y compris pour la recherche clinique et les essais thérapeutiques, et qui pourraient être financés par les laboratoires pharmaceutiques. Et donc on a une véritable fluidité qui s'inscrit grâce au NGS qui combine plusieurs facteurs génétiques. Je dois dire qu'on a du mal à convaincre la HAS de, je ne sais pas si nous écoute, mais que finalement, on peut avoir une vision qui combine pour une indication donnée un certain nombre de marqueurs et qui, avec l'augmentation des connaissances, pourront assez facilement être augmentés, mais sous réserve de véritable validation. Pardonnez-moi, j'étais un peu long. Moi, je voulais juste réagir par rapport justement à la table ronde de cardiogénétique, et j'avais fait passer un questionnaire pour m'intéresser à la vulnérabilité des professionnels par rapport à justement les changements et la génomique, qu'est-ce que ça pouvait changer chez eux, et donc surtout pour les professionnels qui travaillent en cardiogénétique. Et donc, du coup, en effet, j'avais demandé parmi plusieurs résultats possibles d'analyse génétique, la donnée incidente était celle qui les mettait le plus à l'aise, le plus dans des situations de vulnérabilité. Et tout comme le changement de classification des données génétiques, ce qui est beaucoup arrivé en cardiogénétique aussi à un moment. C'est-à-dire qu'on dit à une famille, voilà, c'est ça, on fait des diagnostics présymptomatiques chez tout le monde, et puis en fait, quelques années après, on est obligé de revenir vers eux. Donc voilà, c'était juste pour rajouter un point en disant que bien sûr, c'est important aussi de savoir ce que ça fait aux patients, mais ça fait beaucoup de choses aux professionnels, parce qu'il y a des professionnels qui n'ont pas les formations forcément, ou voilà, qui découvrent ça, et c'est un petit peu comme pour le chargé de parcours génomique, il y a besoin de formation sur voilà, tous ces sujets-là pour réussir à mieux se préparer, et c'est une piste pour atténuer les vulnérabilités. En tout cas, c'est ce qui était ressorti sur ce questionnaire. Éléonore Biora-Dupont, je suis médecin généticien à Dijon et je fais une thèse en sciences humaines et sociales sur l'impact du rendu de données additionnelles en médecine génomique chez les patients atteints d'anomalies du développement. Je vous rejoins tout à fait sur la réflexion là, que vous disiez avec la table ronde de Cardiogène. On est en train d'essayer de monter un projet avec eux, justement pour, à partir des données qui ont été issues du projet DEFIDIAC-DS et FIND, de voir chez les patients chez qui on a rendu une donnée additionnelle de cardiogénétique, voir quel impact ça a eu chez eux, est-ce qu'ils s'en sont saisis, est-ce qu'ils ont suivi les recommandations qu'on leur donnait ou pas, et puis éventuellement la cascade après de tests dans la famille avec la limitation que vous évoquiez de quand il n'y a pas d'antécédent cardiaque, quelle est la valeur. Donc moi j'ai analyser les entretiens issus des FIDAC-DS et je vous en parlerai demain. Mais ce qui ressort, c'est que parfois aussi cette donnée incidente révèle le statut de malade des patients dans des cas individuels, mais il n'empêche que ça peut être intéressant quand même. Je voudrais peut-être rebondir un peu sur les professionnels de santé. C'est vrai qu'on parle souvent finalement des patients, et les professionnels de santé, finalement, il y a aussi un vrai enjeu, je pense, sur la génomique et le séquençage, dans le sens où on parle de données, mais c'est aussi les données disponibles, la compréhension de ces tests-là. Donc là, on parlait en aval, mais en amont des tests, je pense qu'en tant qu'oncologue, par exemple, on n'est pas du tout formé suffisamment sur les tests génomiques, et on devrait tous avoir un niveau, entre guillemets, minimal qu'on n'a pas, parce qu'il y a énormément de complexité, il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à savoir. Et finalement, si je fais le parallèle avec le médicament, c'est un peu un triptyque. Le médicament, il y a le pharmacien, il y a le patient et il y a le médecin. Et finalement, nous, on n'est pas non plus un expert du médicament, dans le sens où quand il y a des consultations pharmaceutiques, on voit bien qu'il y a des interactions médicamenteuses qu'on n'avait pas anticipées quand on fait la prescription, etc. De la même façon, je pense que pour le test, il y a le biologiste ou l'anapathe et le patient et le médecin et l'oncologue. Et je pense qu'il y a aussi l'enjeu de savoir aussi qu'il faut former mieux les médecins. Moi, je pense beaucoup au modèle RCP moléculaire qui vraiment montre qu'il y a des discussions pour lesquelles il y a vraiment une interaction entre différents domaines. Et donc, ça ressort aussi, je pense qu'il y a cet enjeu de formation. Et plus on aura de formation, plus les gens seront aussi, à mon avis, dans le même bateau pour après analyser les données, les collecter, elles seront intéressés. Mais je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi qui est parfois un peu passé sous silence, où on pense que tout le monde est au courant de tout, sait quel test prescrire, comment le prescrire. Et la preuve, c'est que si on demande un test ESR1 actuellement, peu d'oncologues savent
sait quelle technique va être utilisée pour le faire. Et pourtant, c'est l'actualité. Donc tout le monde parle de SR1, mais je ne pense pas que les gens sachent exactement comment va être fait le test. Donc voilà, c'est typiquement des exemples comme ça où je pense aussi qu'il y a un enjeu de formation. Et peut-être pour compléter sur la distinction entre somatique et constitutionnel, en tout cas dans le PFMG, systématiquement l'examen qui était auparavant somatique est devenu constitutionnel aussi. Enfin, il y a et donc pour les oncologues, vous parliez des oncologues médicaux, effectivement là, en plus de ce que ça implique en thérapeutique, il y a toute cette valence d'information que la personne sera susceptible d'avoir une mutation BRCA, et ça complexifie aussi beaucoup au niveau des oncologues médicaux et de ceux qui prescrivaient jusqu'à présent des tests somatiques. Maintenant, ils se retrouvent à prescrire des tests qui sont et somatiques et génétiques, et ça change beaucoup de choses. Ça fait que tout ça m'a inspiré trois petites réflexions, mais je vais essayer de les condenser. Mais la première, c'est sur la question de l'attente des familles par rapport à ces données incidentes. Alors à la fois en retrait, mais c'est juste, je me rappelle d'une anecdote d'un patient qui dit ah, mais ils m'ont fait un test complet du génome, donc en fait ils vont suivre régulièrement toutes les découvertes scientifiques qui vont avoir lieu, et donc ils vont mettre à jour soit des nouveaux traitements, soit des nouveaux risques en fonction de l'évolution des connaissances. Donc il peut avoir aussi l'attente inverse par rapport à la donnée. Et donc ça me fait un peu le bon avec la question des déchets qu'a évoqué Catherine, parce que la question c'est, est-ce qu'à des moments on ne regarde pas des données, ou est-ce qu'à des moments en fait on en fait des déchets, c'est-à-dire des éléments qu'on ne pourra plus jamais regarder. Et simplement pour le remettre dans le contexte, pareil, autre anecdote, je suivais des RCP d'oncopédiatrie, et il voit qu'un des enfants a eu un test de whole genome, et le résultat c'était marqué pas d'anomalie. Et donc ils disent mais qu'est-ce que ça veut dire pas d'anomalie sur ce genre de test, sauf que la temporalité des soins fait que il n'y a pas eu ils sont pas allés rechercher les informations liées à ce test, parce qu'il n'y avait pas le temps matériellement, ils ne savaient pas où était ce test. Donc je trouve ça aussi intéressant de voir comment à un moment, quand on masque quelque chose, on peut se retrouver à ne plus du tout les voir. Donc voilà, et dernier point peut-être un peu méthodologique. Je me suis posé la question, effectivement on a un tournant, ce qu'a dit Arnaud au début, dans le plan France Médecine Génomique, dans le développement de ces tests, et on voit les limites d'un suivi par les données du SNDS qui ne sont pas prévues pour ça, qui rendent compte d'autres logiques. Donc la question c'est, est-ce qu'on fait ce qu'on fait d'habitude, ce qui a été un peu évoqué, est-ce qu'on vient apparier ces données à d'autres données, etc. Ou est-ce qu'il faut en fait se donner les moyens de collecter des données de pratique qui peuvent être faites dans différents contextes, que ce soit des contextes de soins remboursés, des contextes encore expérimentaux, je le mets au sens large du terme, enfin voilà. Parce que on voit toutes les limites du travail qui a été présenté initialement, et avec des tests, je trouvais ça très marquant d'avoir ce test qui ne ressemble pas du tout à les modèles de diffusion qu'on a des innovations un peu en S qu'on retrouve d'habitude, et on voit bien que ce test, il a maturé par ailleurs, et quand il arrive dans la nomenclature, en fait, il s'est passé beaucoup de choses avant qu'on ne peut pas voir simplement avec ces données-là. Voilà, c'est un peu des commentaires, je ne sais pas si... Mais, Moi, je peux peut-être réagir sur le dernier point. Je pense que je partage ce qui a été dit sur le fait d'avoir peu de données, des données pertinentes, ça c'est sûr que c'est évident. Je pense qu'il y a aussi de ne pas mélanger ce qui est déjà dans la nomenclature et de ce qui, entre guillemets, fait partie de l'innovation et fait partie des financements dérogatoires. Moi, je crois beaucoup au fait que la RIHN 2.0, il faut vraiment, par rapport au RIHN 1.0, apprendre des erreurs qui ont été faites, et le fait qu'il n'y a pas eu de collecte de données à chaque fois que des tests étaient financés dans une enveloppe budgétaire liée à l'innovation. Et pour moi, c'est vraiment sur ce faisceau-là de tests qu'il faut accentuer les enjeux de collecte de données, en ayant des collectes de données qui vont être utiles et qui vont avoir, finalement, est-ce que ça va changer les pratiques ou pas, les résultats, et donc anticiper bien ces données-là, choisir les bonnes données, comme disait tout à l'heure Catherine, et réussir finalement à se dire, ces données-là, elles sont légitimes parce qu'en faveur de l'innovation, il y a une contrepartie, c'est la donnée. Et je crois que c'est vraiment, en tout cas moi, l'expérience que j'ai à la HS actuellement en tant qu'évaluateur, où je me dis que vraiment, c'est vraiment là où il y a un challenge, c'est de bien choisir ces techniques-là qui sont vraiment à la marge entre, c'est sorti de la recherche fondamentale, c'est dans la recherche, enfin c'est dans le soin, mais pas encore tout à fait dans le soin, et c'est vraiment ce moment-là où il ne faut pas rater le coche. Je voudrais juste ajouter 2 points. Le premier, c'est que on est confronté dans les labos à une espèce de course à la technologie, avec en permanence des nouvelles machines, des nouveaux algorithmes formidables qui vont nous permettre de tout expliquer. Je crois que là, il y a un vrai risque, en fait.
sur ce qu'on va être capable de faire et de rendre en termes de résultats. Il y a un point que vous n'avez pas abordé qui, moi, me semble très important, c'est qui prescrit le test de génétique. Parce qu'en fait, on se trouve confronté de plus en plus à une prescription qui est faite par des non-spécialistes, de tests génétiques qui ne sont pas capables d'interpréter dans un certain nombre de cas. Et quand on imagine sur ça rajouter les données secondaires ou les données incidentes, on va avoir affaire à des professionnels qui prescrivent des tests qu'ils ne peuvent pas interpréter pour des pathologies qu'ils ne connaissent pas. Et là, je crois qu'on arrive vraiment à un risque majeur. Et il faut vraiment qu'il y ait une réflexion très profonde. Ça va de l'économie de la santé à l'éthique, à l'épidémiologie, au système de soins dans son ensemble, pour ne pas arriver dans une situation où on va se mettre à produire des tests en génétique en masse sur tous les variants possibles dans un génome. Et moi, quand j'analyse un génome pour le PFMG, j'ai une liste de 250 000 variants, donc il y a vraiment de quoi faire dans un génome humain. Voilà, ce risque-là existe et je crois que cet accès à la prescription génétique facile est un vrai risque dont il faut qu'on soit conscient. Pour renchérir de ce que vient de dire Laurent Villard, je suis complètement d'accord avec lui. Finalement, on exige des laboratoires de génétique d'avoir un agrément pour signer des documents, mais on n'exige rien de la part des prescripteurs en termes d'un minimum de formation. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a un côté paradoxal en fait. On n'a pas besoin d'être généticien pour prescrire un examen de génétique, je crois que tout le monde le sait maintenant, parce que voilà. Mais cette ambivalence-là, c'est toujours compliqué. Donc là, je vais prêcher un peu contre ma paroisse, mais moi, ce qui me frappe en tout cas, c'est, je vous invite à regarder les guidelines européennes, américaines sur la prise en charge d'un cancer. Vous aurez beaucoup d'informations sur le traitement, sur le médicament, et puis vous aurez le gène ou le biomarqueur à rechercher. Mais quasiment nulle part, on vous dit comment le chercher, à quel moment le chercher, quelles sont les différences entre les techniques. Et donc là, moi je partage ce point de vue, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on soit plus clair, qu'il y ait des consensus d'experts, qui soient... voilà, donc on ne sera pas tous des experts de la biologie moléculaire, mais au moins sur les tests de routine, il faut qu'on ait un niveau de connaissance commun. Et ensuite, il y a les RCP moléculaires, par exemple, pour discuter des cas complexes, des techniques plus complexes. Mais je partage ce qui a été dit. Et on en revient aussi, si on veut faire des consensus d'experts, il faut s'appuyer sur des données. Et donc en fait, c'est toujours la base. Les consensus passent par des données. Pour les médicaments, on a des essais cliniques qui donnent des données qu'on utilise. En fait, pour les tests, c'est un peu différent et c'est un peu moins clair. Et donc on a moins de clarté aussi. Et c'est lié à des facteurs aussi d'équipement de chaque plateforme. Enfin, un médicament, il est produit par un seul, on va dire, fournisseur, alors que les tests peuvent être faits par différentes techniques. On parlait de l'implémentation de nouvelles technologies. Donc il y a aussi cet enjeu-là de variabilité qui est beaucoup plus forte que dans le médicament si on fait un parallèle avec quelque chose qui peut être comparable. Ça fait que j'ai juste une question par rapport aux données du SNDS. Alors, c'est pas ce que vous avez fait, mais potentiellement, est-ce que vous auriez pu aller voir des variations de prescription dans le temps sur un test et pour voir que c'est des professionnels, peut-être une différence dans les pratiques de prescription en fonction aussi de la maturité du test. Enfin, voilà. Et l'autre question, pareil, mais c'est peut-être... est-ce que parmi les tests que vous avez observés, vous aviez regardé, est-ce que là, vous avez présenté on était par patient à un moment donné, mais donc est-ce qu'on sait qu'un patient, est-ce qu'il a eu beaucoup de tests? Ça me fait penser à ce que disait Arnaud sur cette accumulation de tests potentiellement chez certains patients. Voilà, est-ce que c'est des informations soit que vous avez eues, soit qu'on peut... Oui, moi, je vais bien répondre sur les praticiens parce qu'on l'avait fait dans l'expérience dont j'ai parlé avec l'Observatoire régional. Et on avait regardé donc, pour les thromboses qui étaient les prescripteurs, comment ça évolue dans le temps. Mais en fait, les données de description de qui étaient les professionnels étaient trop vagues. Parce que, par exemple, il y avait dans Généraliste les angiologues. Voilà, et les angiologues, c'est des généralistes, mais ils sont quand même spécialistes, etc. Enfin, plus ou moins, ils ne sont pas généticiens non plus, mais bon, voilà. Donc, en fait, ce n'est pas si simple que ça de distinguer avec le SNDS de quoi est spécialiste le médecin, le praticien. Oui, donc Catherine a raison, effectivement. Et je pense que monsieur l'a se posait la question tout à l'heure du nombre important de médecins généralistes qui sont médecins prescripteurs. Je crois que c'est 60%. Enfin, effectivement, en fait, il y a énormément de médecins généralistes qui sont embauchés à l'hôpital. Ça peut paraître contradictoire et comme ça, c'est pas très intuitif, mais il y a pas mal de médecins généralistes qui sont embauchés à l'hôpital et qui font des DU de spécialité X, Y, Z et qui deviennent des prescripteurs sans doute plus avertis que le médecin généraliste qui exerce dans
cabinet de médecine générale. Il y avait une deuxième question que j'ai oubliée sur... Sur le suivi dans le temps par patient. Oui, alors oui, parce que effectivement, ça donne. Bon, alors après, par rapport aux données que l'on a, effectivement, on pourrait suivre tout à fait. Enfin, on a accès aux médecins prescripteurs, on a accès à l'endroit où il exerce, etc. Donc oui, on pourrait un peu complexifier les résultats. Oui. C'est quand même plus simple sur des tests un peu uniques, bien identifiés, qui sont liés à une indication donnée. Si on prend l'exemple, nous, de ce qu'on essayait de faire en cancérologie, vous pouvez tester BRAF par une technique type PCR, vous pouvez le tester par panel NGS, vous pouvez me le tester dans le PFMG. Et en fait, on n'a pas cette précision. Donc en fait, je pense que ça peut s'adapter dans certains cas. On peut suivre précisément un test parce qu'il est très identifié, correspond à une population définie et correspond à vraiment un marqueur. Dans notre cas, c'est plus compliqué. Et le côté NGS, panel, complexifie ça. Ouais. Et puis quand même, si je reviens à la question que tu as posée à laquelle on n'a pas répondu, c'est nombre de tests et nombre de patients. Et effectivement, quand on regarde les chiffres que l'on présentait en données descriptives, donc avec les données de l'échantillon à 2%, on était, je crois, sur à peu près 70 000 tests et 50 000 patients. Donc c'est à peu près un test et demi par patient, globalement. Bonjour, Paul Coton, chaire santé de Sciences Po. Je me posais une question sur est-ce que vous avez eu des réflexions en termes de cycle de vie des données et de coût, finalement, de rapport entre le coût du cycle de vie de ces données et pas que leur production. Par exemple, au-delà du fait que ça peut être considéré comme des déchets, mais sur leur coût, par exemple, environnemental, leur coût énergétique, et aussi le lien avec le fait que certaines données produites aujourd'hui peuvent être obsolètes d'ici quelques années au fur et à mesure de l'avancement des technologies. Donc voilà, je me demandais si c'était des réflexions que vous aviez eues. Alors, sur les données, mais c'est un autre type de données, c'est-à-dire sur les données génétiques qui sont produites, là, elles ne sont pas, en tout cas dans le cadre du PFMG, elles ne sont pas des déchets puisqu'elles sont réutilisées par la recherche. Donc là, on leur donne une seconde vie, c'est-à-dire qu'on les regarde par un petit bout parfois de la lorgnette et après, elles repartent en recherche et là, elles ont une seconde vie. Donc c'est un côté un peu différent. Et donc, est-ce qu'on s'est interrogé ensuite sur les coûts environnementaux où on essaye d'optimiser quand même l'endroit où elles seront hébergées, mais c'est encore des réflexions qui sont très parcellaires pour le moment. Pour les autres, je ne sais pas, les données de suivi ou les données de prescription. Pour moi, il y a un élément qui est important aussi, c'est que c'est quand même les données de soins pour celles qui sont... voilà. Donc les données de soins sont archivées. Donc, mais je laisserai les collègues biologistes qui sont beaucoup plus au fait me préciser ou contredire. Mais moi, j'ai eu un peu l'impression, en observant différents laboratoires, que les données sont produites. On n'utilise pas tout, comme on l'a déjà dit. Mais le reste, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors déjà, il ne faut pas que ça reste trop longtemps sur le serveur, parce que sinon, ça embolise toutes les autres analyses qu'on est en train de faire. Donc de temps en temps, il faut les exporter pour aller mettre dans des formats plus compressés, où on pourra aller vérifier s'il y a besoin, mais on ne va pas le faire facilement, parce que techniquement, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué, qui implique encore des acteurs extérieurs à l'hôpital. Mais après, ça reste quelque chose, oui, on sait que ça commence à faire beaucoup de place, à prendre beaucoup de place. Pour le moment, ça tient, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question. Je ne crois pas que ça soit systématiquement pensé dans les logiques de cycle de vie, mais peut-être que dans d'autres espaces. Au-delà de 5 ans, il vaut mieux reséquencer que revenir aux données qui ont été générées 5 ans avant. Mais est-ce que vous ne les gardez pas quand même, les données ? Le problème, c'est qu'elles sont archivées et que pour y retourner au bout d'un certain temps, ça devient difficile. Voilà. Compléter sur ça, mais c'est en plus il faut anticiper que de plus en plus, notamment en cancérologie, on va suivre les patients dans le temps avec des portraits répétés. Donc ça aussi c'est un changement un peu de paradigme, mais voilà, il y a des nouvelles stratégies qui vont à mon avis être sur l'imitation de résistance, sur le monitoring. Donc voilà, il faut aussi envisager que c'est pas, on a une vision un peu du portrait moléculaire à un instant T unique pour un patient. La réalité c'est qu'il y aura probablement beaucoup de suivi qui va être fait et c'est ça entre guillemets qui va aussi personnaliser le traitement. Mais du coup, ça veut dire que l'enjeu des données dont on parle, du stockage, de ce qu'on va en faire, va être encore plus important à anticiper. Moi, je voulais juste reparler un petit peu justement de la prescription par des non-spécialistes. Là, je prêche pour ma paroisse, mais typiquement les conseillers en génétique, je pense qu'ils vont avoir un gros rôle à jouer. C'était les réflexions du livre blanc. J'ai participé à quelques groupes où justement ils ont pu parler
parler de ça. Et un peu comme le chargé de parcours génomique, en fait, tous ces métiers, ces intermédiaires qui vont être créés pour justement faire le lien entre le spécialiste et la génétique et le service de génétique, parce que voilà, il y a de plus en plus de demandes, donc il faudra de plus en plus prescrire de toute façon. Mais du coup, pour accompagner tout ce changement, il y a des acteurs, et je pense qu'il y a du futur pour ces métiers-là. Merci. Alors, j'avais envie de dire intermédiaire ou élément clé même dans la remontée des données, parce que pas simplement intermédiaire. Merci beaucoup à tous les membres de la table ronde et pour la présentation. Et merci à tout le monde. Bonne soirée.